Dans cette vidéo, on s'intéresse désormais à la section 3 de notre chapitre 7, incitation à l'organisation du travail, qui porte sur les incitations collectives. Donc, si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre 6, on avait étudié un petit peu en détail les raisons du succès de l'introduction de la rémunération incitative individuelle dans le cadre de l'entreprise Safelite Glass. Donc, on avait étudié donc, effectivement le passage d'un ancien à un nouveau système de rémunération, et on avait vu que ça avait été très efficace pour une raison notamment, pour plusieurs raisons pour ça, retourner voir le chapitre 6, mais pour une raison notamment, c'est qu'on avait affaire à une tâche qui était parfaitement individualisable. Donc il était possible de mesurer précisément l'effort d'une personne, puisque la tâche ne nécessitait pas le travail de plusieurs personnes en même temps, et on pouvait assez facilement attribuer un niveau d'effort à une personne particulière. Et une des limites finalement des incitations monétaires, également vues au chapitre 6, c'est que parfois, eh bien, le travail à réaliser, il ne peut pas être fait seul et il nécessite la coopération, il nécessite l'entraide entre plusieurs individus. Et donc effectivement, la question qu'on va se poser dans le cadre de cette section, c'est que se passe-t-il lorsque on nécessite le travail en équipe? Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place non plus une rémunération incitative individuelle, mais une rémunération incitative collective. Ce qui va présenter un certain nombre d'avantages. Notamment, un avantage très clair, c'est un avantage de type informationnel, puisque l'aléa qui va affecter la productivité du salarié, elle va également affecter l'ensemble collectif de travail, donc elle va affecter tous les individus. Et donc, en observant l'ensemble de la production et pas seulement celle d'un seul individu, eh bien, l'employeur, il peut mieux isoler l'aléa commun et inférer l'effort. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui finalement a pu nuire à la performance de tout le monde et savoir finalement quel a été l'effort collectif qui a été fourni. Autre avantage, c'est qu'il est généralement plus simple de construire des indicateurs collectifs au niveau d'une équipe, que ce soit au niveau d'un service ou d'un bureau ou d'un atelier ou d'une usine, qu'au niveau individuel. Donc, si je prends l'exemple d'une chaîne de montage dans l'industrie automobile, ça va être assez compliqué potentiellement de construire des indicateurs de performance collective. En revanche, ce sera plus facile d'avoir un indicateur de performance au niveau de l'ensemble de la chaîne du site de montage, notamment en regardant par exemple le nombre de véhicules sortie d'usine, etc. Donc effectivement, ça peut être plus facile. En plus de cela, au-delà de ces avantages qu'on vient d'évoquer, il y a aussi un certain besoin inévitable de mettre en place des incitations, des rémunérations incitatives collectives, dans la mesure où de nombreuses tâches à l'intérieur des entreprises sont collectives par nature. C'est-à-dire que, autant dans l'exemple de Safelite, la tâche était individualisable, mais il y a beaucoup d'autres types de tâches qui vont nécessiter du travail en groupe, avec de la spécialisation, certains individus ayant certaines spécialités, et c'est la complémentarité entre ces différentes compétences, ces différentes spécialités, qui va permettre la production, qui va permettre d'éventuels gains de productivité. Donc, le travail collectif est parfois une nécessité et on sait également que c'est un moyen de favoriser les gains de productivité à travers de l'échange d'informations, de l'échange de compétences. Donc, la rémunération incitative collective apparaît comme étant quelque chose d'absolument essentiel. Alors, ce que va faire l'ASIR, c'est il va partir du succès qu'avait eu la mise en place d'un schéma de rémunération incitatif individuel chez Safelite et aller regarder ce qui se passe dans les entreprises qui ont entrepris l'introduction de schémas de rémunération incitatifs, non plus au niveau individuel, mais au niveau collectif. Et donc, il y a deux exemples qui ont notamment été étudiés par l'ASIR, toujours en 2000. Il y a l'exemple de la British Petroleum and Exploration, la BPE, et l'exemple de l'entreprise Lévi-Strauss. Donc, commençons par le premier exemple, donc British Petroleum and Exploration. Donc, c'est une compagnie d'exploitation pétrolière qui est située en Alaska. Et ce que nous dit l'ASIR, c'est qu'elle a introduit, cette entreprise, un schéma de rémunération incitatif par équipe, puisqu'on est dans la partie sur les performances collectives, sur 2 sites différents, avec des résultats très différents. Alors, premier site sur lequel elle a introduit un schéma de rémunération incitatif, c'est sur le site de Purdo Bay. Donc vous avez une photo ici. Donc Purdo Bay, c'est un champ pétrolifère situé en Alaska. Et donc sur ce site de production de BPE, eh bien c'est un site de production unique où on a un grand nombre de personnes, donc 300 personnes qui vivent et travaillent toute l'année. Donc sur ce site, pour essayer de motiver les individus, eh bien, BPE va introduire un système de rémunération incitative collectif au niveau de l'équipe. Donc ils vont
constituer des équipes et mesurer la production à chaque mois de ces équipes, donc avec des critères de performance prédéterminés. Et ensuite, ils vont distribuer des bonus basés sur les performances de l'équipe. Les résultats vont être très satisfaisants puisque ce que va observer l'entreprise, c'est une augmentation importante de la productivité obtenue assez rapidement, donc une augmentation de plus 12% obtenue en seulement 6 mois. Donc, fort de cette expérience, ce que va décider BPE, ça va être d'essayer d'implanter ce même type de système de rémunération incitative collective dans les bureaux de la compagnie qui sont situés dans une autre ville, à savoir la capitale de l'État d'Alaska, qui est Anchorage. Et donc, ce qui va se passer ici, donc, ils vont faire la même chose, mettre en place des équipes, déterminer des critères de performance à appliquer à l'ensemble de l'équipe, qui seront évidemment pas les mêmes que ceux sur le site de Peur d'Aubet. Mais on va quand même réfléchir à un schéma de rémunération incitatif qui concerne des groupes d'individus. Et alors que ça avait généré des gains de productivité importants dans le premier cas, eh bien, dans le cas du siège, ça va générer des effets désastreux puisqu'on va avoir un départ massif des individus. Alors, comment est-ce que l'Azir explique cette différence? Pourquoi est-ce que ça a très bien marché dans un cas et très mal dans l'autre? Eh bien, c'est parce que les contextes sont très différents. En effet, sur le site de Peur d'Aubet, on a des individus qui vivent ensemble toute l'année et qui travaillent sur le même site. Et donc ici, si un employé triche au travail, c'est-à-dire que s'il réduit son niveau d'effort et fait peser finalement l'effort sur tous les autres, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les collègues qui observent son comportement de passager clandestin et qui subissent son comportement de passager clandestin, eh bien, ils auront des moyens éventuellement de le punir, de punir le fautif. Et donc, notamment à travers l'ostracisme. Donc, si jamais on ostracise une personne ou si on lui fait ressentir qu'on n'apprécie pas son comportement, eh bien, c'est effectivement beaucoup plus coûteux pour cette personne si elle doit côtoyer ces individus constamment que si elle ne voit ces individus que lors des horaires de bureau. Donc, ce qui se passe, et c'est ce que nous dit l'Azir, c'est que finalement, sur le site de Peur d'Aubet, tout se passe comme s'il y avait un mécanisme d'enforcement privé qui s'était mis en place, c'est-à-dire une autorégulation des individus les uns par rapport aux autres, puisque ici, se comporter comme un passager clandestin, ça fait peser effectivement l'effort sur ses collègues, mais ceux-ci peuvent réagir en rétroaction, en isolant ou en ostracisant l'individu qui est fautif. C'est beaucoup moins évident sur un site comme Anchorage, où ici on est plutôt sur du travail de bureau et où les individus ont des lieux de socialisation différents et pas seulement l'entreprise où ils travaillent. Et donc ici, le fait qu'on soit dans des contextes différents fait qu'on ne peut pas avoir un même mécanisme d'enforcement privé dans le cadre du siège que là où on l'avait à Peur d'Aubet. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple qui a été étudié par l'Azir, c'est l'exemple de l'entreprise Lévi-Strauss, qui donc produit des jeans, qui, au début des années 90, a abandonné son système de rémunération à la pièce qu'elle avait jusqu'ici, qui était un système de rémunération incitatif individuel. Donc, elle avait déjà un schéma de rémunération qui était incitatif. Ce n'était pas une rémunération forfaitaire. On avait un schéma de rémunération à la pièce. Mais il était individuel. Et ce que fait Lévis, c'est qu'ils essayent de passer à un schéma de rémunération incitatif collectif au niveau de l'équipe. Donc, ils vont constituer des groupes de 10 à 35 travailleurs qui vont partager les tâches entre eux et qui vont être payés selon la production du groupe. L'objectif de Lévis, c'était tout à fait louable, c'était d'essayer de permettre aux individus de faire des tâches différentes, pas toujours les mêmes, et de cette façon à la fois de briser la monotonie et éventuellement aussi de diminuer les blessures qui pouvaient être liées à la répétition des mouvements. Les résultats qu'ils vont obtenir vont être tout à fait contraires à ceux qu'ils obtenaient, puisque ça va générer une dégradation importante des relations de travail, notamment en créant des oppositions, des conflits entre les travailleurs les plus habiles et ceux qui l'étaient moins. Et ça va, in fine, diminuer la productivité d'ensemble. Donc, la production va diminuer de manière importante, et donc Lévis va même revenir en arrière, puisqu'ils vont abandonner ce système de rémunération incitatif collectif, et ils vont revenir à un système de rémunération incitatif individuel. L'explication, elle est assez simple ici, c'est que la production de jeans, c'est finalement un processus qui est composé de tâches très simples, qui sont réalisables par un seul individu et qui sont facilement observables. Et donc, on est exactement dans le même cas de figure que celui qu'on avait étudié au chapitre 6 dans le cas de Safelite, c'est-à-dire un contexte qui est très favorable à la mise en place d'une incitation monétaire individuelle. Et du coup, vouloir mettre en place un schéma de rémunération incitatif en équipe dans le cadre d'une production qui ne requiert pas le travail en équipe, eh bien, ça va se révéler inefficace.
Pourquoi? Puisque ça va offrir assez peu d'incitation et voire même ça peut diluer de l'efficacité puisque les agents vont tenter de se comporter en passagers clandestins. Donc les conclusions de ces différents travaux de l'ASIR, hein, c'est de dire que l'organisation du travail en équipe et la rémunération incitative collective peuvent, sous certaines conditions, être efficaces, mais ça ne doit être utilisé que lorsque le travail en équipe est nécessaire et que lorsqu'il est possible pour les individus de s'auto-réguler entre eux, c'est-à-dire de pouvoir avoir ce qui ressemble à des mécanismes d'enforcement privé. Alors pour aller plus loin maintenant sur la question de cette rémunération incitative collective, on va désormais distinguer deux niveaux, celui de l'équipe de travail, d'accord, et celui de l'entreprise dans sa totalité. Donc les deux prochaines sous-sections vont porter sur ces deux éléments-là, la rémunération incitative en équipe, et ensuite on finira cette section en parlant de l'intéressement, c'est-à-dire la participation aux performances d'ensemble de l'entreprise concernée. Alors, concernant l'incitation au travail en équipe, la partie précédente a permis déjà de mettre un peu en évidence quel était l'intérêt. Donc, l'intérêt de se placer au niveau d'une équipe, donc ça peut être soit un service, soit un bureau, soit un site de production, hein, ça va permettre d'endogénéiser une partie des forces exogènes. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit en préambule, hein, l'output, il est plus facilement mesurable au niveau de l'équipe, notamment lorsque la division du travail est très poussée. Si on a besoin plus la division du travail est poussée, plus effectivement on a besoin de coopération entre les individus et il est impossible de mesurer la contribution individuelle de chacun. En revanche, au niveau de l'équipe, au niveau du groupe de travail, eh bien ici on va pouvoir plus facilement mesurer l'output. Alors, évidemment, passer du niveau individuel à celui au niveau collectif, ça fait émerger un certain nombre de problèmes. Le problème du passager clandestin, on en a parlé, donc c'est effectivement l'individu qui va profiter des résultats de l'action collective, alors même que lui n'y a pas ou du moins très peu contribué. Et ça peut également générer un problème d'autosélection, c'est-à-dire que les salariés vont choisir des entreprises ou des groupes de travail où la productivité moyenne semble assez proche de la leur, de manière à ne pas risquer de passer pour le passager clandestin et de ne pas non plus être le dindon de la farce, c'est-à-dire celui qui contribue le plus à l'effort d'ensemble. Donc ces deux problèmes vont s'observer, les problèmes de passager clandestin et d'autosélection. Alors ça a été notamment illustré par d'autres études que celles de l'ASIR, et donc on peut notamment regarder un article de Burgess et al. En 2011 où ils se sont intéressés à la mise en place d'incitations collectives dans le secteur public. Donc généralement, il y a assez peu de travaux dans le secteur public sur l'impact des incitations financières sur la productivité, et donc eux vont regarder effectivement, ils ont des données intéressantes pour regarder ça, donc ils vont analyser l'introduction d'un système de paiement à la performance dans le secteur public en Grande-Bretagne, au niveau des équipes, sur la base d'objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et donc, ce qu'ils vont observer, c'est qu'il n'y a pas d'impact en moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça n'a pas modifié profondément la productivité d'ensemble, mais ça s'explique par une hétérogénéité dans les réactions des incitations. C'est-à-dire que dans certains cas, ça va générer des effets positifs sur la performance, alors que dans d'autres cas, ça va avoir des effets négatifs. Plus précisément, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a un effet bénéfique sur les petites équipes. Donc, dans les petites équipes assez resserrées, si on met en place un système de paiement à la performance, ça va être bénéfique puisqu'on va avoir un effet de contrôle des pairs. Cet effet de contrôle des pairs, ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant de l'ASIR, en parlant de mécanismes d'enforcement privé. C'est-à-dire que les individus vont s'auto-contrôler, leurs comportements vont s'auto-réguler les uns les autres, puisque c'est assez facile, dans le cadre d'un petit groupe, de savoir qui a contribué en effet à l'effort collectif ou au contraire qui a joué un rôle de passager clandestin. À l'inverse, sur les grandes équipes, eh bien, ça a un effet négatif. Ça a un effet négatif, pourquoi? Parce que dans les grandes équipes, effectivement, la probabilité d'observer des comportements de passagers clandestins est beaucoup plus grande, et donc ça a tendance à avoir un effet négatif, puisque ça va détériorer les performances, dans la mesure où ceux qui sont le moins performants vont réduire leur niveau d'effort, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter en comportement de passagers clandestins. Et par rétroaction, eh bien, ça peut également avoir un effet négatif sur ceux qui étaient le plus performants avant, puisqu'ils vont se dire ça ne sert plus à rien de fournir autant d'efforts, dans la mesure où ça va profiter à ceux qui n'en fournissent pas. Alors ça, cet effet, il a effectivement été mis en évidence dans deux articles, un de Weiss et un de Hansen, respectivement en 88 et en 97, où eux vont regarder l'impact de la mise en place d'incitations collectives dans les centraux d'appel. Donc c'est la même chose, mise en place d'équipes, et on définit des critères de performance
quantitatif et qualitatif, donc le nombre d'appels auxquels on répond, le nombre de problèmes qu'on résout, les scores de satisfaction client, etc. Donc on peut définir tout un tas de mesures de la performance qui soient à la fois quanti ou quali. Et ce qu'ils vont faire, c'est regarder comment est-ce que l'introduction d'un schéma de rémunération incitatif collectif va impacter sur la performance des équipes. Et ensuite, ils vont essayer d'expliquer ces performances. Et donc, eux, ce qu'ils observent, c'est un effet en U inversé ou un effet en cloche, des incitations collectives. C'est-à-dire que quand on met en place des schémas de rémunération incitatifs en équipe, eh bien, les salariés les moins productifs et les plus productifs sont ceux qui vont réduire leur niveau de performance. Donc, si on représente ça graphiquement, vous avez ici en abscisse le niveau de performance initiale. Donc, au début, il y en avait qui avaient une performance faible, d'autres une performance intermédiaire et d'autres une performance plutôt élevée. Et ce qu'on va voir ici en ordonnée, c'est la variation de la performance, c'est-à-dire comment est-ce que la performance varie. Donc si on est au-dessus, ça veut dire que la performance est supérieure à ce qu'elle était précédemment, et si on est en dessous, c'est que la performance s'est dégradée. Et donc cet effet en U inversé, cette courbe en cloche, ça va se représenter de la manière suivante. Et donc effectivement à gauche, on va avoir les individus les moins bons, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà un niveau de performance faible, dans la mesure où maintenant ils vont profiter de l'effort des autres, eh bien ils vont encore plus réduire leur niveau d'effort. Et on va avoir à droite de la courbe les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui étaient très bons au départ et qui maintenant ne sont plus les récipiendaires directs de leur effort, puisque leur effort individuel va contribuer à la performance collective et donc il va profiter au plus grand nombre. Et donc eux vont aussi se dire que finalement, ça ne vaut plus autant la peine qu'avant de produire un effort élevé. Donc on va avoir deux types d'acteurs qui vont baisser leur effort, ce sont les deux cas polaires, les moins bons et les meilleurs. En revanche, ça va avoir un effet positif sur les individus qui avaient une productivité intermédiaire. Et donc, in fine, comment est-ce qu'on fait pour savoir si il est pertinent ou non de mettre en place un schéma de rémunération incitatif collectif? Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est dans quelle mesure est-ce que les gains que j'obtiens sur la classe intermédiaire vont faire plus que compenser les pertes inévitables que je vais observer sur les individus les moins bons et sur les individus les meilleurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, il y a des solutions, évidemment. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place par les managers, par les responsables des ressources humaines pour réduire ce type de risque. Et donc, on peut agir sur différentes composantes. Tout d'abord, on peut jouer sur la taille du groupe. On l'a vu, on a des effets qui sont plutôt positifs sur les petits groupes et négatifs sur les grands groupes. Donc, il faut, lorsqu'on va mettre en place un schéma de rémunération incitatif par équipe, veiller à ne pas constituer des équipes trop grandes. Il faut choisir des échelons assez petits de manière à ne pas diluer les responsabilités et à réduire le risque de comportement de passagers clandestins. Il faut également, si on veut pouvoir s'appuyer sur un contrôle par les pairs, si on veut que s'établissent des mécanismes d'enforcement privés entre les individus, il faut veiller à ce que l'équipe ne se recompose pas en permanence. Donc il faut une certaine stabilité du groupe dans le temps pour permettre aux individus de développer un contrôle mutuel et de développer des comportements de groupe. Il est également important d'essayer de faire attention à la composition du groupe de manière à ce qu'il y ait une certaine homogénéité des compétences. Pourquoi? Parce que si vous reprenez le graphique précédent, si vous avez par exemple beaucoup de très mauvais et beaucoup de très bons, eh bien, on sait que l'introduction du schéma de rémunération incitatif collectif a des effets pervers sur les deux. Donc, il vaut mieux avoir un groupe avec des compétences homogènes puisque tous vont avoir tendance à réagir de la même façon aux incitations. Enfin, il faut également que le pouvoir du groupe soit important, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine possibilité de sanctionner, il faut que le groupe puisse sanctionner les individus qui ont des comportements déviants, voire même de les exclure du groupe. Enfin, un autre élément très important sur lequel le manager ou le directeur d'équipe a une prise et sur lequel il faut être très vigilant, c'est comment est-ce qu'on calcule la prime de performance collective. Donc ici, effectivement, il faut introduire des cibles qui soient atteignables, ce qui aura pour conséquence l'effet de créer une surveillance par les pairs, donc c'est ce fameux enforcement privé, et donc une pression plus forte que celle d'une prime classique de rendement collectif. Donc ça peut notamment réduire les comportements de passagers. Pour conclure sur cette section, on va maintenant juste dire quelques mots de manière à être complet sur cette partie incitation collective à la question de l'intéressement et aux performances d'entreprise. Donc effectivement ici, on n'est plus au niveau de l'équipe, on est au niveau de l'entreprise dans son intégralité. Et donc l'entreprise, elle peut également avoir intérêt à mettre en place des formules de partage des profits qui vont s'ajouter à la rémunération des performances individuelles et qui vont s'ajouter à la rémunération incitative collective.
Donc ici, ce sont des sommes qui vont être attribuées généralement en fin d'année, soit qui vont lui être versées directement, soit déposées sur des plans d'épargne salariale. Et donc ça renvoie à ce qu'on a vu au début de la section 2, sur ce qu'on appelle la rente organisationnelle. Donc il y a trois composantes pour essayer d'inciter les individus. Il y a les incitations purement monétaires, il y a les incitations organisationnelles. Les incitations monétaires peuvent être soit individuelles, soit collectives. On vient de parler des incitations collectives. Et donc, il y a une troisième composante, qui est celle dont on parle maintenant et celle sur laquelle on va conclure ce chapitre, qui est la rente organisationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que tous les individus soient intéressés au succès de l'entreprise dans sa globalité. Et donc ici, effectivement, pour cela, il faut proposer aux individus de participer au résultat de l'entreprise, d'être intéressés au résultat de l'entreprise. Et donc, il y a des dispositifs qui existent et qui sont notamment encadrés par la loi. Donc, en France, il y a deux systèmes. Le système de participation, c'est-à-dire qu'on a une prime versée aux salariés qui représente un quote-part des bénéfices de l'entreprise. Ou alors, on a l'intéressement, c'est une prime qui est versée en fonction des performances de l'entreprise. Ce n'est pas une quote-part des bénéfices, c'est-à-dire qu'on va se fixer des critères de performance et en fonction du fait qu'on ait atteint ou pas ces critères, eh bien, on va verser des bonus aux individus, mais à l'intégralité des individus. Alors, pour les entreprises, il y a un avantage qui est évident, hein, c'est que du point de vue de l'entreprise, c'est rationnel de faire ça, puisque distribuer aux salariés une partie des bénéfices, ça a pour effet de modifier leur comportement productif. Et donc, du coup, effectivement, ils vont avoir envie de monter en compétences, de fournir un niveau d'effort important. En revanche, ce qui est très important également, c'est de bien choisir le calibrage. Il faut utiliser au mieux les choix d'objectifs au niveau de l'entreprise et il faut être très clair au début sur la manière dont seront réparties les primes à l'intérieur de l'entreprise si on veut éviter les effets pervers comme les comportements de passagers clandestins ou l'absentéisme, etc. Voilà pour cette troisième et dernière partie concernant les incitations collectives et donc on se retrouve dans la dernière vidéo pour conclure sur ce chapitre 7.